Alors, 7.4, mouvement circulaire non uniforme. Donc, on se rappelle, si je fais tourner un objet, donc ma masse de tantôt, là, si je le fais tourner à la verticale, j'ai un mouvement circulaire qui est non uniforme parce qu'on aura la force de gravité qui agit toujours vers le bas. Puis, dépendamment de l'orientation de la balle, la force de gravité peut avoir plus d'effets ou moins d'effets, tout dépendamment de l'orientation. Donc, l'exemple que je pourrais faire, c'est l'exemple d'une montagne russe. Donc, on sait qu'une montagne russe, ça peut être plus ou moins complexe, là, de l'orientation des rails. Nous, pour simplifier les choses, on va prendre une partie de la montagne russe qui serait une portion circulaire. Donc, ce qui se passe avant puis après, ben, ça a plus ou moins d'importance pour nous. Disons qu'on a ici une partie circulaire de rayon R. Et puis, sur cette montagne russe-là, on a notre bolide qui se déplace, puis qui peut arriver, disons, à un certain moment donné, à cet emplacement-là. Puis là, il faudrait définir un angle θ, par exemple. Puis, on aurait une certaine vitesse. Donc, le bolide arrive avec une vitesse V, une orientation θ par rapport à la verticale, puis on est sur une portion qui est circulaire. Donc, en quoi c'est un mouvement? Cette portion-là est un mouvement circulaire. Donc, le mouvement subi par le bolide sera circulaire. J'ai une trajectoire circulaire. C'est non uniforme, par contre, parce que la force de gravité a une composante qui est tangentielle et une qui est radiale. Donc, c'est certain que le module de la vitesse, dans ce cas-ci, là, est en train de diminuer parce que la gravité tire vers l'arrière. Dans ce type de problème-là, si je donne la vitesse, c'est le rayon de cette trajectoire-là et l'angle, on est capable de déterminer plusieurs choses. Je pourrais déterminer le module d'accélération centripète, ça va assez bien. L'accélération tangentielle aussi. Je pourrais aussi déterminer le module de la force normale. Parce que vous avez probablement déjà, j'imagine, expérimenté le phénomène. Dans une montagne russe comme ça, quand vous arrivez près du sommet, souvent on se sent comme en apesanteur, hein? Un peu comme si on se mettait à voler, on se sent plus léger. Puis, je peux faire référence au poids apparent ici aussi. Si vous êtes dans la montagne russe, le poids apparent, donc le poids que vous allez avoir l'impression d'avoir, comme dans le chapitre 5, va correspondre à la force normale. Donc, en termes de mouvement circulaire ici, on va commencer par analyser les forces. Donc, comme force, ce que je vais avoir, c'est la force de gravité. Je n'ai pas tant de force que ça, en fait, là. J'ai la force de gravité, puis à part de ça, tantôt dans le pendule conique, c'était la tension de la corde qui générait une autre force. Maintenant ici, l'autre force que je vais avoir, c'est la force normale. La force normale, faire attention parce que, je vais la faire dans ce sens-là. Puis là, on peut toujours se poser la question, c'est certain que si le bolide ne va pas très rapidement, c'est certain que la rail va être là pour supporter, pour pas que le bolide tombe. Okay? Donc, la force normale appliquée sur le bolide va être vers le haut, pour l'empêcher de tomber. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les montagnes russes, en réalité, sont dotées d'un système de double roue. C'est-à-dire que, si je fais un agrandissement, disons que j'ai la rail de montagne russe qui est ici, là. Mais les roues du bolide, je vais avoir un système de roues en haut et en bas. Bon, les roues sont reliées ensemble là, par en arrière. Les roues d'en haut, on peut comprendre assez bien pourquoi ils sont là. C'est pour empêcher le bolide de tomber. Mais pourquoi il y a des roues en bas? C'est que si mon bolide va vraiment vite ici, il pourrait tellement aller vite qu'il pourrait être porté à être
projeter comme sur un tremplin finalement, puis suivre un mouvement de projectile ce qui n'est pas nécessairement très sécuritaire. Donc, les roues d'en bas sont là pour empêcher le bolide de quitter la rail. Puis ça dépend de la vitesse. Si la vitesse est trop faible, c'est les roues d'en haut qui travaillent. Si c'est trop élevé, c'est les roues d'en bas qui travaillent. Donc là, en faisant mon choix de mettre la normale vers le haut, j'ai une chance sur deux de choisir le bon sens. Parce que c'est possible que la vitesse soit tellement grande que la force normale, en réalité, elle empêche le bolide de quitter la rail. Bon. Comme c'est souvent le cas, ce qui arrive, c'est que si je fais le choix de mettre N vers le haut, c'est correct. Si jamais ma vitesse est trop grande, je vais trouver un N qui est négatif dans mes équations. Puis là, je vais savoir qu'en réalité, c'est les roues d'en bas qui empêchent le bolide de quitter la rail. OK, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez ici le l'angle θ. On a deux parallèles ici. Donc, je peux le reporter ici. C'est le même angle. Puis en termes de force, il n'y en a pas d'autre. C'est tout ce qu'on a comme force, gravité, force normale. Puis on a un mouvement circulaire. Donc le reste, on va devoir faire une somme de force. Donc mon plan, ma trajectoire circulaire est sur le plan, on va dire XY. Donc comme je disais au début du chapitre, j'ai pas de force en Z, c'est normal. On sait, okay? On sait qu'on a un mouvement circulaire non uniforme, donc mouvement circulaire implique force centripète. Donc encore une fois, je change de couleur. Donc la force centripète, ce que je vais faire, c'est que je vais la dessiner ici comme ça. Donc la force centripète, il ne faut pas oublier que c'est une force résultante. Mais quand je vais faire ma somme de force, c'est seulement M et FG qui vont avoir de l'importance. Mais je sais par contre que la somme des forces dans la direction du rayon doit être égale à FC. Donc là, si je fais dans un mouvement circulaire, c'est sûr que quand je vais décomposer, quand je vais faire mes sommes de force, je vais faire une somme de force dans la direction radiale, puis une somme de force dans la direction tangentielle. Donc je pourrais même dire, je pourrais définir l'axe des X, l'axe des Y comme ça, il n'y aurait pas de problème. Puis ça viendra dire, je vais faire une somme des forces en X puis en Y. Donc, si je fais une somme de force en Y, je vais faire intervenir FC. Puis une somme de force en X, je vais faire intervenir la force tangentielle qui va faire ralentir l'objet. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? La somme des forces en X me donne. Qu'est-ce que j'ai comme force en X? Il me reste seulement la composante de FG. Donc, c'est FG sin θ. C'est moins FG sin θ. La somme des forces en X est égale à moins FG sin θ. Cette force-là, si on prend le module, ça correspond à la force tangentielle. Donc, la force tangentielle est égale à mg sin θ. Donc, j'en déduirais que l'accélération tangentielle, c'est F sur m. Donc, c'est g sin θ. Okay, donc, j'ai un mouvement circulaire non uniforme. Puis, dans cette condition-là, pour un angle θ donné, l'accélération tangentielle serait g sin θ. Puis là, il faudrait juste que je dise que c'est vers la gauche ici. Donc, on voit que si on était au sommet, mon angle θ serait nul. J'aurais aucune accélération tangentielle. Je serais carrément dessus. OK, donc la somme des forces au niveau du rayon, la somme des forces radiales, qui correspond à mon axe Y ici, tout ça, c'est égal à FC. Donc, quand je fais une somme de force dans le sens du rayon, je sais que la résultante, c'est FC. Et là, qu'est-ce que j'ai comme somme de force dans la direction du rayon? Je vais avoir FG cos θ moins N. Okay, ce qui veut dire que FC égale à MG cos θ moins N. Puis on n'oublie pas que FC, c'est mv carré sur R. Donc, cette équation-là est quand même assez intéressante parce qu'elle me permet justement de trouver
la force normale qui est appliquée sur mon bolide et aussi sur le passager du bolide. Tout dépendamment de la masse. Ça dépend si je prends la masse du bolide ou la masse du passager. Donc, si j'isole mon N, je vais avoir une force normale qui vaut mg cos θ moins mv carré sur R. Puis c'est là qu'on peut, je pense que c'est assez important que ça mérite un encadrement. Tantôt, je disais, ça dépend de la vitesse. Hein? Le sens de la force normale dépend de la vitesse, effectivement. Parce que si vous remarquez, là-dedans, OK, bon, l'angle θ peut varier, mais disons pour un angle donné, si ma vitesse, bon, on comprend que si ma vitesse est nulle, la force normale, c'est mg cos θ tout simplement. Mais si la vitesse augmente, ce terme-là qui est négatif va aller soustraire une quantité à mg cos θ. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que si la vitesse est assez grande, bien, je vous dirais, si mv carré sur r est plus grand que mg cos θ, bien, à ce moment-là, je vais avoir un n qui est négatif. Donc, la force normale va changer de direction pour permettre au bolide de demeurer sur les rails. Okay? Si on prend une section de montagne russe, si on le modélise par un cercle, mais cette fois-ci qui a une concavité vers le haut, encore une fois, je mets un bolide là-dedans et je définis un angle θ. Si je vous demande encore de calculer la force normale, bien, si vous connaissez la vitesse du bolide, on peut dire, encore une fois, qu'on a la force de gravité qui tire vers le bas. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on. Bien, évidemment, il y a une force normale ici. C'est certain que dans la concavité, dans ce sens-là, la force normale, il n'y a pas vraiment de choix. C'est certain qu'elle va toujours être en direction du centre de l'arc de cercle. On ne peut pas changer de direction aussi. C'est impossible que le bolide veuille quitter la rail dans ce type de concavité-là. Donc, mon angle θ, lui, ce que je peux faire, bien, encore une fois, je peux le reporter ici. Donc, même chose. Là, maintenant, si je fais la somme des forces, je pourrais trouver l'accélération tangentielle. Donc, si je veux trouver l'accélération tangentielle, juste à se rappeler que la force de gravité, il y a une composante qui est radiale, composante tangentielle. Donc, cette composante-là, c'est la composante de force tangentielle. C'est elle qui va générer une accélération tangentielle. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est que la somme des forces sur l'axe radial, bien, qu'est-ce que j'ai en fait? Oui, oublions pas une chose, c'est vrai. Avant de faire ça, posez-vous toujours la question, dans quel sens est la force centripète? Donc, la force centripète va toujours pointer vers le centre du rayon. Donc, ma force centripète doit être dans cette direction-là. Ce qui va me permettre de faire une équation, là, je vais toujours me fier au sens de la force centripète pour le sens de mes vecteurs appliqués sur la masse. Donc, si la somme des forces radiales égale à Fc, bien, ça veut dire que ici, N moins mg cos θ égale à Fc. Ah, donc, cette force-là, moins la longueur de celle-là, est égale à Fc. Donc, c'est la force résultante. Donc, on peut retrouver encore une fois que N est égal à, donc ça c'est mv carré sur R, plus mg cos θ. Donc, vous voyez que le fait de changer la concavité, tantôt j'avais un moins, là j'ai plus de moins. Donc, c'est sûr que mettez une vitesse nulle, une vitesse plus grande, plus élevée, la valeur de n est toujours positive. Donc, est toujours dans la direction de ce que j'ai déterminé ici. Bon, alors on va voir une petite animation, puis on se revoit après, OK? Bon, voilà, donc une petite animation de montagne russe. Donc, je peux changer ici, à ma guise, la courbure de la montagne russe. Donc, ce que je vais faire, c'est démarrer l'animation. Puis, en gros, c'est assez simple. C'est un modèle théorique d'une montagne russe. Donc, vous avez en rouge le bolide qui se déplace sur les rails de montagne russe. Et ce que je peux faire ici, c'est tracer certaines forces. Donc, si je trace la force de gravité, bien, on sait que la force de gravité est toujours vers le bas. Donc, étant donné qu'on a un mouvement qui
tu sais, la vitesse change de direction tout le temps. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une projection. Là, j'ai deux lignes pointillées. Il y en a une, c'est l'axe qui est tangentiel. L'autre, c'est l'axe qui est radial. Donc, j'ai F. Je vais appuyer sur pause. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître ici la composante radiale de la force de gravité, la composante tangentielle de la force de gravité. Bon, alors ça, c'est bien. Si j'ajoute la force normale, la force normale est vraiment grande ici. Probablement parce que ma vitesse est très grande. Ma force normale va évoluer en fonction de... Elle évolue beaucoup d'ailleurs, en fonction de la position de mon bolide. La force normale, on sait qu'on peut la relier au poids apparent. Donc, comme par exemple ici, pour avoir une idée, on voit que le poids apparent il est de 6,7 fois le poids réel. Si je reprends, donc vous voyez ici, là, même, ma force normale a changé de direction. Ça veut dire que le bolide va tellement vite que c'est les roues d'en dessous qui travaillent là, pour retenir le bolide sur les rails. Sinon, là, il partira en mouvement de projectile. Donc, la force normale évolue comme ça là, en fonction de la position. Donc, ce que je vais faire, là, je vais juste changer la position initiale. Ça va faire en sorte que la force normale devrait être un petit peu moins intense. Bon. Puis là, pour se rappeler, on a fait notre exemple tantôt. Là, si j'ajoute la force centripète là-dedans. Bon, alors ma force centripète, elle évolue toujours en fonction de ma position. Puis on sait qu'on aura une force centripète quand on a un mouvement circulaire. Donc là, dans ce cas-ci, le rayon est évolutif. Donc, la force centripète pointe vers le centre de courbure au moment où le bolide se trouve à un endroit particulier. Donc, la force évolue sans cesse. Elle est maximale en bas ici. Puis là, ben, en haut, ben, elle change de direction parce que le centre de courbure est vers le bas. Cette force centripète-là, il faut juste se rappeler que c'est la force résultante de la force normale plus une autre force qui correspond à la composante radiale de la gravité. Donc, si on regarde ici, par exemple, là, si on fait la somme des forces dans l'axe radial, la force centripète en orange se trouve à être la somme vectorielle de n et de FGR. Donc, si on fait, ici, vu que FGR est plus grand que n, si je fais FGR moins n, je retrouve FC. Puis ça, c'est vrai tout le temps. Je peux recommencer comme ça ici. Si je prends cette situation-là, c'est toujours vrai que dans cette montagne russe-là, la force centripète est égale à n vectoriellement plus FGR. Puis regardez ici, disons là, justement, quand la force normale est vers le bas, c'est que la vitesse de l'objet, le rayon de courbure, pour avoir cette situation-là, ça prend une force centripète qui est vraiment intense vers le bas. Puis FGR n'est pas suffisant pour y arriver. Donc, ça prend une force normale qui est inversée, qui est vers le bas, qui va s'ajouter à FGR. Puis les deux ensemble vont pouvoir générer la force centripète nécessaire pour avoir un mouvement circulaire. Donc, sinon, ce qui arriverait, c'est que le bolide quitterait la piste, puis on aurait un mouvement de projectile.